Merci de toujours renouveler votre confiance, mesdames et messieurs, votre émission que vous aimez beaucoup, que vous suivez beaucoup. Vous avez longtemps été de notre côté pour nous soutenir. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur politique que vous connaissez déjà, qui n'est pas présenté, mais qui fait ses premiers pas avec nous. Maître Éric Biselo Ndosimao, il est président du mouvement Consort, Contrat social renouvelé, un mouvement politique de l'opposition. Bonsoir et merci beaucoup d'être là, Maître Éric Biselo, surtout pour votre temps. Merci pour l'invitation, cher Dan. C'est un réel plaisir de te retrouver de nouveau sous un autre format. Oui. Mais au moins, je sais qu'en termes d'intelligence et de capacité, les téléspectateurs ne seront pas déçus. Donc merci. Oui, nous sommes de l'opposition républicaine. Nous sommes porteurs des idées nouvelles, d'une autre idée de la République par le contrat social renouvelé, parce que entre les politiques et le public, nous sommes liés par ce qu'on appelle un contrat social évoqué dans le passé par Jean-Jacques Rousseau. Mais aujourd'hui, il faut l'adapter aux réalités congolaises, aussi à notre jeune démocratie, mais aussi aux contraintes liées à notre propre existence. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce contrat social renouvelé. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu m'accueilles, c'est un réel plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Maître Biselo. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, voici nos deux thématiques du jour. Nous parlerons en premier lieu de la problématique du dialogue national inclusif, raisons et sujets à traiter ou à aborder. Deuxièmement, 2028. Est-ce que le délai constitutionnel est-il toujours tenable? On va se rappeler que la feuille de route de la CENI fixait les élections générales le 16 décembre 2028. Est-ce qu'à cette date, nous pourrons avoir les élections en République démocratique du Congo, notre pays et votre pays? Maître Éric Biselo, quel est votre avis d'abord sur cette problématique du dialogue? Il ne devrait pas y avoir de problématique. En tant que Bantou, nous avons quand même, c'est ce qu'on appelle des traditions. Oui. Souvent, ça se passe sous l'arbre à palabre, en tant qu'Africain. Oui. Et je crois que c'est le moyen le moins coûteux en termes de vie que de se mettre autour d'une table de discuter. Il n'y a rien dans la vie des hommes qui empêcherait que nous discutions de la paix. Parce que nous voyons les conséquences de la guerre. Et bizarrement, ce sont ceux qui ne vivent pas les conséquences de la guerre qui encouragent la guerre. Mais nous savons ce que c'est qu'une guerre. Les Congolais le savent. Une génocide s'est opérée, continue à s'opérer. La communauté internationale complice comme toujours. Mais en tout cas, le Congolais est divisé. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure occasion de se mettre autour de la table pour dire qu'il y a des priorités. Et donc, si aujourd'hui nous rencontrons le problème, s'il devait y avoir un problème, c'est des problèmes des hommes et non pas du principe. Le principe du dialogue est acquis. Tous les Congolais le savent. Le principe de la paix est nécessaire. Le principe du développement va avec. Et le principe, finalement, des commémorations et des respects de nos morts, comme le Rwanda l'a fait avec les siens, comme les Juifs les ont fait avec les leurs. Mais c'est un devoir aussi des dirigeants de ce pays. Donc, le problème, c'est les hommes. Est-ce que dialogue, tout le monde est d'accord sur le dialogue, le chef de l'État l'a dit, l'opposition également est partante, la communauté internationale, la France, les États-Unis, tout le monde est partant pour ce principe de dialogue. Mais pour traiter de quelle matière précisément? Tout d'abord, c'est bien qu'aujourd'hui, tout le monde arrive à se mettre d'accord sur le principe du dialogue. Ce n'était pas acquis. Nous voyons que le pouvoir en place résistait, ne voulait pas. Peut-être par la force des choses ou peut-être par ces nouvelles relations, il a été contraint. Oui. Mais ce qui est une réalité, nous allons, le pouvoir a de nouveau placé un obstacle. Un dialogue inclusif, mais pas inclusif. C'est-à-dire, il parle de dialogue inclusif, mais il choisit quels acteurs devraient participer. Il exclut un certain nombre d'acteurs majeurs de cette crise qui pourraient faciliter la paix. Donc, du coup, il faut se rendre à l'évidence, il y a une malice derrière cette volonté de la paix. Inclusif, le pouvoir n'en veut pas. Mais finalement, vous avez posé question de quelque chose qui est assez
importante parce que c'est le fond sur lequel on n'en parle pas. Sur quoi discuter, justement? Sur quoi discuter? Parce que si on regarde... quelle incidence? Si on regarde le pouvoir qui a le devoir de garantir l'intégrité territoriale, la sécurité des Congolais, la paix en République démocratique du Congo, le développement et le social, est en difficulté. C'est une réalité, c'est que le Congo vit au quotidien. C'est peut-être du fait de guerre, mais pas que. Il y a aussi le fait de la corruption, de la mauvaise gestion. Ceci du fait d'une part d'une complicité de certains dirigeants à détourner l'argent du pays. Donc, toutes ces choses-là sont des causes. Détournement, mégestion. Ça accompagne. Ça ne fait que exacerber la situation. Pendant qu'on parle d'agression également par les autorités en place, il s'agit rien d'autre que d'une agression. Quand je prends la rhétorique de nos amis qui sont au pouvoir, ils disent que ça fait 30 ans que nous sommes agressés. Oui. Ça fait 30 ans. Donc rien de nouveau. En 30 ans, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour se prémunir, pour se projeter. Quand on est en opposition, on assiste à un certain nombre d'actes majeurs qui ont été déterminants pour l'avenir de la nation. On devrait tirer les conséquences. Pour certains, on a un prédateur qui est en face, qui ne se rassasie jamais, qui a toujours besoin de beaucoup plus. Et ce prédateur continue de piller le pays. Il l'a même déclaré au cours de certaines de ses sorties médiatiques pour dire qu'il avait les problèmes du Congo, c'était les problèmes des terres. Il cherche à avoir des terres pour certains Congolais. Les dialogues, nous en avons discuté. Nous avons discuté plusieurs fois qu'on est en train, c'est comme un cercle vicieux. Discuter, mais le prédateur ne change pas de cap. Si ça paraît être un cercle vicieux, moi je ne crois pas. Nous discutons, mais nous discutons de quoi? Ça, c'est la deuxième partie de la question que vous m'avez posée. C'est ça qui fait que nous tournons en rond, parce que l'essentiel n'est pas touché. On ne met pas du doigt. Le fameux prédateur, est-ce que vous êtes sûr que les Congolais ne connaissent du Rwanda que Paul Kagame? Parce que vous ne l'avez pas cité. Ce prédateur assoiffé du sang, effectivement. Un génocidaire, Paul Kagame. C'est un génocidaire. Mais est-ce que c'est la première fois que le Rwanda vient sur le territoire congolais avec Paul Kagame? J'espère que les Congolais, je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, vous devrez parfois mettre aussi en lumière l'histoire de la pays démocratique du Congo à travers ceux qui connaissent cette histoire. Expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que depuis toujours, le peuple du Rwanda, plus ou moins de contrées de Rwanda-Urundi, ont eu des velléités territoriales sur la République démocratique du Congo. Encore du temps du roi et du temps des princes. Il y a eu la période précoloniale. Il y a eu la période pendant la colonie, où c'était les Blancs, les colonisateurs, qui ont favorisé cette intrusion, qui ont installé nos prédateurs, si je peux dire. Et c'est eux qui ont entretenu cette confusion. C'est vrai que nous avons essayé, après les indépendances, de faire vivre un peuple, des peuples qui, parfois, avaient certaines divergences, avaient certaines incompréhensions sur les concepts de la nation, de la République. Mais finalement, Mobutu avait réussi en tant soit peu quelque chose, d'avoir quand même, directeur de cabinet, quelqu'un qui serait d'origine, en termes de tribus, de Rwanda-Urundi. Mais parce qu'il était congolais. C'est la question de nationalité qui pose problème ici. Le concept de nationalité, tellement question épineuse. Cette guerre tourne autour de la nationalité. Pas que, ça fait partie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un problème, plusieurs problèmes. Je vais y mettre le doigt parce que c'était votre première question. Oui. De quoi devons-nous discuter? Oui. D'abord, la première chose qui m'inquiète, c'est l'exclusion des jeunes. D'où bientôt, je ne veux pas dire des jeunes, mais de la nouvelle génération. De cette génération qui n'a pas été à l'origine de la guerre, mais de cette génération qui subit les conséquences des pourparlers, du partage de pouvoir, et puis des décisions dont aujourd'hui certains acteurs étaient déjà dans les derniers pourparlers. Ils sont auteurs de cette problématique. Nouvelle génération est exclue. Cette nouvelle génération, pas seulement en tranche d'âge, mais en tranche aussi de ceux qui n'ont pas pris les armes. Exclus de quoi? Exclus de ce dialogue inclusif qui se dessine. Parce que nous dessinons le dialogue comment? En prenant les acteurs politiques, quelques scientifiques parfois, mais plus les politiques. Selon la Cinco, ce sont les plus représentatifs. Non, le secteur, ou bien la tranche la plus représentative en République démocratique du Congo, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et cette jeunesse, elle est noyée, soit dans des partis politiques,
soit dans des groupes qui existent déjà, mais elle ne parle plus au nom de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est elle qui va subir les conséquences des décisions qui sortiront de ces pourparlers. Mais elle est comme une espèce de pantin qui met des mots dans la bouche. Première des choses. Deuxième chose, à un moment, il faut le dire, il faut l'affronter, il faut avoir le courage de le dire, problème des nationalités. Mobutu a tâtonné. Il a eu à faire des ordonnances donnant des nationalités tantôt à ceux qui étaient là avant 1910, à ceux qui étaient là après l'indépendance, parce que c'est une question tellement cruciale qu'elle pose problème jusqu'aujourd'hui. Elle pose problème comment? À travers notre propre lecture de la Constitution qui détermine les Congolais d'origine. Sous-entendu qu'il y a des Congolais qui ne sont pas d'origine. Et quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire qu'il y aurait-il des Congolais plus congolais et des Congolais moins congolais? Des Congolais qui auraient effectivement, pour être pragmatique, comme avait proposé Noël Tiani, qui auraient droit accès à certaines fonctions notamment, et d'autres qui ne l'auraient pas, parce qu'ils ne seraient pas d'origine. Je crois que le concept d'origine est problématique. Soit nous l'assumons, soit nous ne l'assumons pas. Soit effectivement nous déterminons que n'est congolais que celui qui fait partie effectivement de ces groupes ethniques ou bien de ceux qui se retrouvaient en République démocratique du Congo après l'indépendance ou une période déterminée. Mais dans ce cas-là, on retire les termes d'origine, mais on le dit pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est à la base selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ce problème Disons, c'est une problématique que nos voisins utilisent malicieusement. Nos voisins, particulièrement de l'Est, le Rwanda, le Burundi a moins... Moi aussi, l'Ouganda l'utilise comment? À travers le Rwanda. Parce que l'Ouganda a eu à accueillir un certain nombre de Rwandais, dont Paul Kagame, victimes des génocides entre Tutsi et Hutu. Parce que les questions des origines, ça posera également le problème des Tutsis qui n'étaient pas des origines de Rwanda. Il y a des Twa, il y a de Hutu. Donc, c'est un problème aujourd'hui. Moi, je pense, quand on regarde la lecture d'aujourd'hui, contemporaine, de la nationalité, nous nous perdons. Il se pose aussi le problème, nous-mêmes Congolais, de cette lecture que nous avons sur nos pièces même d'identité, carte de lecteur. Origine de secteur, groupement. Moi, je suis dans ma carte d'identité, on m'a dit que je suis de la Mongala, de Lissala, de Ngombe Doko et village Doko. Je n'ai jamais mis les pieds. Vous ne connaissez rien du tout? Je n'ai jamais mis les pieds. Je ne sais même pas si c'est le ciel, même ciel qui est là-bas, qui est ici. Je ne sais pas. Mais je suis fier de mes origines, parce que c'est ma maman qui vient de là-bas. Mais je suis aussi de papa qui est Ntandou, qui est juste au Congo central. Je ne suis jamais parti à son village. Mais j'aime me sentir libre en tant que Congolais. Je suis déjà parti au Vira, je suis parti à Goma, à Bukavu. J'aime le pays. C'est mon pays. Je suis Congolais, je vais là où je vais. Et pourquoi voulez-vous que l'administration m'affiche, me détermine par rapport à une origine dont je n'ai aucun lien? Je suis né à Kinshasa. Et pourquoi vous évoquez cela? Pour dire qu'il y a des problèmes sous-jacents, problèmes de nationalité. C'est ça qu'exploite le Rwanda. En disant, et nous-mêmes nous perdons, ben, les Banyamulenge, vous n'avez pas tout à fait la nationalité. Mais la nationalité... Le chef de l'État était un peu plus clair quand il disait y a les dires et les faits. Moi, j'ai eu des débats avec quand même les porte-paroles, les communicateurs du pouvoir qui disent non, c'est des stratégies politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sincérité. C'est-à-dire que moi, dessus, ça ne me pose même pas de problème. Mais ils sont même au gouvernement. Cela ne me pose pas un problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est un mépris de la loi. Moi, je veux que la loi soit claire pour tout le monde et soit respectée. Qui la méprise dans ce contexte-ci? Ceux qui sont au pouvoir. La plupart ont de double nationalité. J'ai l'impression que quand on est d'origine rwandaise et qu'on devient congolais, ça pose problème. Mais quand on est d'origine belge et on devient congolais, ça ne pose pas de problème. Quand on a la nationalité française et belge, ça ne pose pas de problème. Mais quand on a la nationalité burundaise et congolais, ça pose problème. Pourquoi Noël Tiani alors que la loi, non, la loi elle est claire là-dessus. De père et de mère. Non, la loi elle est claire. Que dit la loi? Notre nationalité est exclusive. Une exclusive. Une exclusive. Oui. C'est à partir du moment où vous acquérez une autre nationalité, vous n'êtes plus congolais. Vous n'êtes plus congolais. Mais déjà, excusez-moi, oui. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les parlements,
ceux qui sont dans les sphères de services de sécurité, des renseignements, ceux qui sont au pouvoir ont des doubles nationalités. Donc, ils ne sont pas congolais. Disons-nous les choses clairement. Mais aujourd'hui, on fait comme si... Vous n'avez pas de preuves non plus. Comment? Vous n'avez pas de preuves non plus de ce que vous Si, heureusement que certains pays, notamment les pays européens, ont une simplicité. Quand vous acquérez une nationalité, ça sort au journal officiel. Vous avez des preuves que... Ça sort au journal officiel. C'est-à-dire qu'on sait. Et il suffit de leur écrire, ils vont vous répondre. Il suffit de leur écrire. Parce que les Américains n'ont pas honte de leur nationalité. Vous êtes prêt aujourd'hui à... C'est vrai, c'est peut-être périlleux, hein, mais le contexte ne vous permettra peut-être pas. Mais ça sera possible de dévoiler la nationalité de certaines autorités qui ont déjà perdu la nationalité congolaise. Je vous donne un écart. Dernière élection, je crois que c'était au Sénat, un cadre du parti de Bodimbo, qui, parce qu'elle a été élue, elle a dit je renonce à finalement, non, j'ai la double nationalité, mais je renonce à l'autre. Nous avons ici l'ancien gestionnaire de DEMIAP, qui a la nationalité belge. Ce sont des faits. Qui ça? C'est lui qui est sous arrestation. Kalev? Kalev non, pas Kalev. Ndaiwel. Donc ce sont des réalités. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque part, c'est vous les journalistes qui êtes un peu complices de ce qui se passe. Vous n'avez même plus le courage de faire dénoncer des investigations pour la nation, pour éclairer l'opinion, pour dire quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Oui, mais revenons à nos moutons alors. La question de l'Est du pays. Comment résoudre alors cette affaire de nationalité qui se pose également avec acuité, comme vous dites? C'est l'un des problèmes qui revient toujours parce qu'elle est utilisée par le pays agresseur. Comment se tirer d'affaire? Tout d'abord, le dialogue qui se dessine, ce n'est pas le dialogue avec le Rwanda. Entre Congolais. C'est Kinshasa qui a voulu un dialogue spécifique avec le Rwanda, sont partis par la Washington. Oui. Nous avons toujours considéré qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avec un génocidaire. C'est pour cela que quand on a invité Paul Kagame au stade des Martyrs, on a dit, chef de l'État, quand même, il y a un prix pour la mémoire. Il y a un prix pour le respect des victimes des génocides congolais. Vous ne pouvez pas passer ça sous silence en disant que Paul Kagame, on va lui donner une nouvelle virginité, on va travailler avec lui. Mais vous dites qu'on va organiser une élection en interne avec les Congolais, on va trouver la solution au problème, mais vous connaissez les velléités expansionnistes de Kagame. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je crois aux Congolais. Je crois que nous sommes un peuple intelligent, fort et capable. Oui. Ça, je crois fermement. Je suis convaincu. Mais attendez, je vais arriver. Oui. C'est-à-dire que pour moi, les problématiques de dialogue, ce n'est pas conditionné par le Rwanda. Même Nanga qui est là. On n'a pas considéré que Nanga ne parlera pas congolais, des intérêts des Congolais, sous prétexte qu'il y a une collaboration, une relation spécifique avec Paul Kagame ou le Rwanda, ou un soutien militaire. Je donne un exemple. Mzee Laurent Désiré Kabila, pour arriver au pouvoir, il arrive avec qui? Mais naturellement. Avec les autres. Il a même signé des traités, il a dit. Des accords. Mais parce que c'est un patriote. Parce que c'est un amoureux de la République démocratique du Congo et de la nation congolaise. Il a renoncé à tout cela. Il a dit non, j'étais un chef rebelle, aujourd'hui je suis chef d'État. J'aime ma population, j'aime mon pays, je le protège. Il en a payé le prix extrême. C'est-à-dire qu'il faut faire foi à ce Congolais. Donc le dialogue n'est pas lié au Rwanda. Le dialogue, c'est lié au problème des Congolais. Pourquoi vous ne respectez pas la Constitution? C'est la volonté du peuple. Et le peuple, c'est Dieu. Ce que veut le peuple, c'est ce que veut Dieu. Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas les lois de la République et vous-même vous votez? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est le problème des Congolais. Pourquoi est-ce que vous fonctionnez en dehors des normes? Vous allez prendre ce qui appartient à l'autre parce que vous êtes au pouvoir. Pourquoi est-ce que vous voulez fonctionner en termes de tribus? Moi, je suis de la tribu de... Moi, ceux qui m'ont soutenu peuvent violer la loi. Moi, ceux qui me protègent... Documenter tout ça? Dénoncer le tribalisme. C'est documenté? Rien, mais ce sont des faits. Si on revient en arrière, on va finalement parler que de ce régime. Hein. Ça, c'est une vérité. Je vais commencer l'avènement du pouvoir. Est-ce que vous comptez le nombre des acteurs de même tribu qui est au pouvoir?
Non, Vous vous en souvenez? Vous pas m'avez ce dit... débat-là, pas ce Non, non, débat-là. vous m'avez posé une question. Oui, mais on a compris. Documenté. Non, mais bon, je vous ai donné On un a élément compris. d'entrance. On a Parce que compris. pour vous démontrer que je ne parle pas en l'air, je ne suis pas animé d'une haine. C'est un mais débat. je suis animé Ça reste un débat. d'un esprit républicain démocratique. Ça reste quand même un débat. Ce n'est pas un débat, c'est un fait, parce que le passé, on ne peut pas le changer. Si on commence à compulser le passé, vous allez voir que vous allez me donner raison. C'est un débat parce que ça a été provoqué. Mais je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui ne peut pas changer, qui n'a pas évolué. Mais aujourd'hui, le langage est toujours là. Le comportement de certains acteurs est toujours présent. Pourquoi est-ce qu'on ne les tape pas sur le doigt par ce comportement quand on veut être républicain? Quand on veut qu'on nous parle de la nation en péril? Non, c'est votre pouvoir qui est en péril. C'est votre argent qui est en péril. Parce que la conception que nous avons des nations, c'est-à-dire même Goma est une pour nous, chez nous. Bunagana, c'est chez nous encore en République démocratique du Congo. Vous réfléchissez déjà en disant non, Nanga peut prendre ces partis-là. Nous avons le plus gros parti du pays. Nous, tant que nous avons Katanga où se trouvent nos richesses, tout va bien. Alors, ces conceptions est pour nous trouble. Et c'est vrai, on ne fait pas confiance. Ce sont les faits. Alors, l'opposition, dans son ensemble, pourquoi vous condamnez plus le pouvoir que l'agresseur? C'est faux. Nous avons les mots durs à l'endroit de l'agresseur. Pas de l'agresseur, des agresseurs. Voilà. C'est le pouvoir c'est l'opposition qui est constant dans la défense de la patrie et des désignations des agresseurs. Nous avons toujours dit, Ouganda, c'est un agresseur. Pouvoir, il en fait un allié aujourd'hui, un ennemi demain, un allié, un stratège militaire. Aujourd'hui, les Ougandais sont chez nous, avec les FARDC, pour traquer des soi-disant milices qui ne commettent jamais des exactions, en Ouganda, mais seulement en République démocratique du Congo. On se pose des questions. Mais ces mêmes partis, ces mêmes pays auxquels nous sommes censés être alliés, à l'occasion où on allait attaquer Kalemi, ils ont dit, nous on prend Ituri. Et nous avons leur chef d'état-major qui a des paroles qui ne nous inspirent pas confiance. Le Rwanda, nous avons toujours dit que nous avons tellement payé le prix ultime. Ça fait 30 ans que nous résistons. Nous n'allons pas signer un accord pour donner au Rwanda ce qu'il veut et qu'il n'a pas obtenu par les armes au prix des sacrifices des vies des Congolais. Pourquoi voulez-vous que nous donnions nos minerais? Pourquoi voulez-vous qu'ils deviennent un allié stratégique sur nos minerais à nous, sur nos richesses à nous, alors que les Congolais sont morts pour les défendre? Parce que vous voulez que tout aille bien pour vous? Vous voulez rester éternellement au pouvoir? Non, c'est nous qui sommes constants dans la défense. Regardez le pouvoir. Le pouvoir, quand il arrive, il dit que, je cite explicitement le chef d'État, comment voulez-vous que nous évoluions, nous arrivions vers la paix si nous continuons à désigner Yoweri Museveni, Paul Kagame des diables? Donc, c'est-à-dire que le pouvoir avait adopté la stratégie de l'impunité. On pardonne. Ils vont là-bas, ils font des partenariats, ils signent des accords. Et quelques temps plus tard, le Rwanda nous attaque. On nous dit non, le Rwanda c'est un ennemi, ce diable est juré. Il faut pas. Il faut condamner le Rwanda, il faut jurer. Ok, on le fait. Quelques temps plus tard, non, nous signons, le Rwanda c'est un allié stratégique. Nous signons des accords. Oh, mais ça va quoi? C'est quoi ces délires? Ils sont sérieux. C'est eux qui sont inconstants. Et cette inconstance nous rend chèvres. Et nous ne sommes pas des chèvres. Je suis suffisamment constant pour dire que ce n'est pas parce que vous me dites aujourd'hui, devant votre micro, de condamner le Rwanda, que je vais le faire pour vous plaire. Parce que moi, dans mes actes, dans mes déclarations, je suis plus patriote que vous et je défends plus le Congo que vous nous défendez. Vous avez dit hier que Paul Kagame est un ami, est un frère. Nous ne l'avons jamais dit. Nous avons toujours dit que c'est un agresseur, c'est un génocidaire. Le docteur Denis Mukwege dit qu'avant tout dialogue, il faut d'abord mettre l'agresseur dehors. Votre avis? Est-ce qu'on a la compétence, non, pas la compétence. Est-ce qu'on a la capacité de mettre l'agresseur dehors? Moi, je relève une chose sur ce que dit le prix Nobel de la paix. Si nous arrivions à créer cette harmonie ensemble, ce dialogue qui met les Congolais devant leurs responsabilités, mais nous serons capables de bouter l'ennemi dehors. Nous serons capables. Et donc, dans ce cas-là... Attendez, vous dites que par le dialogue,
Si nous arrivons à nous surpasser et que par le dialogue sincère et que les Congolais se mettaient un, ben aucun peuple ne résisterait. On est en train d'être divisé. Regarde les divisions la plus éloquente actuellement. Ça se passe même en procès dans les tribunaux de la République démocratique du Congo. Le procès de Général Yav. Est-ce que vous imaginez ce qui a été dit? On dit en 2022 que à Washington, il y avait des pourparlers entre Kinshasa et le Rwanda. Le Rwanda lui-même a fait reculer son armée. L'armée rwandaise, les services de renseignement rwandais donnent à Kinshasa la liste des 6 hauts gradés militaires qui sont des radicaux qu'il faut, pour Kinshasa, absolument éliminer ou bien écarter du commandement. Et parmi ceux-ci, non, il y a Yav. Aujourd'hui, le général Yav est arrêté. On dit qu'il a des accointances avec le secrétaire non, pas de Kagame, de l'ancien général des forces armées de Rwanda. Non, Kabarebe, James Kabarebe. Mais est-ce qu'on arrive à ces messages? Non. Est-ce qu'on trouve des éléments? Non. Mais on en a entendu parler, on ne voit pas. Mais par contre, c'est lui qui fait partie de cette liste qu'il fallait éliminer par le Rwanda. Il y fait partie Yav. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non. En tout cas, la République démocratique du Congo, c'est qu'ils l'acquise. Ils disent non. Il est là parce que c'est une taupe rwandaise. Vous voyez quand même que nous sommes déjà divisés. Nous arrêtons nos propres généraux, nos gens que nous avons formés et qui ont réussi dans le passé. Nous les condamnons pour accointance avec l'ennemi, mais nous ne savons pas le prouver. Pire que ça, nous créons une suspicion. Et lorsqu'on dit que c'est l'homme à battre chez l'ennemi, on dit non. On est persuadé dans notre stratégie. Mais sans le prouver, on est divisé. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une division et je n'arrive pas à comprendre, est-ce que nous avons encore des services de renseignement militaire? Comment on peut jeter un poison au cœur du commandement militaire de la République démocratique du Congo et qui crée une telle dissension sans que nous-mêmes, Congolais, soyons capables d'injecter l'équivalent dans les services de renseignement rwandais, de déstabiliser par la méfiance la structure de commandement rwandaise? C'est que nous savons affaibli. On ne va pas dire que... Moi, je n'aime pas entendre dire. Vous ne pouvez pas commenter les décisions de justice. Il n'y a pas encore eu de décision. D'autant plus que le procès est encore en cours. Oui, non, je ne parle pas de décision. Je relève ce qui est en train d'être fait. Je ne prends pas une décision. Je fais une analyse brute et sec. C'est ça qui est en train d'être fait. La décision, la justice, elle n'est pas. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. D'accord. Mais maître Eric Bisselo, comment le dialogue peut-il mettre l'ennemi dehors? Par quel mécanisme, si notre armée n'est pas efficace, comment un dialogue peut-il chasser le Rwanda? Parce que, prenons un exemple qui est pragmatique. Nanga, quand il a pris les armes, il a dit non, Félix Tshisekedi est un dictateur. Félix Tshisekedi est le chef des tribus. Ce n'est pas un patriote, c'est un tribaliste. Ce sont les dires de Rwanda, de Paul Kagame, de Nanga. Il arrive, il dit à nos amis de l'Est, à nos frères qui sont en souffrance à l'Est, non, vous voyez comment Kinshasa vit en opulence, on vous méprise ici, vous vivez comme des bêtes, il n'y a pas de développement, nous nous apportons le développement. Il avance, il dit non, Kinshasa c'est des prédateurs, ils m'ont volé mes mines, ils volent à tout le monde. Kinshasa c'est la dictature, tu comprends? Est-ce que tu comprends la logique? Le langage dit que c'est une gestion politique qui est calamiteuse, qui ne profite pas de la nation, c'est pour ça que nous avons pris les armes. Mettons Nanga et Félix Tshisekedi autour de la table. Mettons les Congolais disent ok, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont à relever. Oui, nous nous les connaissons. Le jeune Nathanaël fait partie de ces victimes-là. Mais Nanga, si ce n'est que ça, nous allons trouver une solution entre Congolais, puisque c'est des problèmes des Congolais. Quand vous parlez aux Congolais de l'Est, là, ce sont des Congolais. Donc, pourquoi prendre des armes? On va trouver une solution politique. Nous allons maintenant arriver à une solution politique. Là, nous allons voir si Nanga va dire non, moi je ne veux pas de solution politique, je veux seulement avancer militairement. Là, on va dire c'est que finalement, ce que vous voulez, ce n'est plus l'intérêt des Congolais. Puisque nous pouvons trouver une solution politique pour faire taire les armes, pour que l'harmonie revienne, le respect des principes, de la Constitution et des valeurs, la paix. Vous voulez dire que non, vous voulez absolument arriver par les armes. C'est que vous avez un autre calendrier derrière. Et là, les Congolais seront témoins, effectivement, du fait qu'il y a une partie des Congolais qui ne œuvrent pas pour l'intérêt national. C'est comme cela qu'on voit, on se dessine, qui œuvre
pour l'intérêt national qui œuvrent en dehors des intérêts de la nation. Donc c'est une évidence, puisque ça ne sera pas un secret, le dialogue inclusif. Ça ne sera pas un secret, ça ne peut pas être un secret. Les résolutions devront être publiques. C'est un engagement. Le président Tshisekedi dit, il donne des conditions pour ce dialogue. Il dit ceci. Sous dialogue sur le territoire national, sous le contrôle des institutions, sans aucune remise en cause du régime, ni des décisions judiciaires qui ont été prises, sont les Congolais qui ont le sang sur les mains. Moi, je prends un peu partie de ce qu'avait déclaré M. Senga. Il est cardinal, il est quoi Senga, Éric Senga, pasteur. Le pasteur Senga. Oui, de Asenko. Il a, de l'ECC, effectivement. Il dit effectivement sur la surenchère politique. Parce que nous nous souviendrons que les autres qui avaient pris les armes, ils avaient dit également, nous voulons un dialogue, mais sans Félix Tshisekedi. Ils avaient dit. La surenchère politique, parce que vous ne pouvez pas dire un dialogue inclusif sans Kabila. Je suis désolé qu'il s'appelle ou pas au pouvoir. C'est dialogue sans Kabila. Oui, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire dialogue inclusif sans Nanga. Vous êtes en train de vous battre militairement. Vous êtes en train de vous battre militairement avec eux. Il est à Doha. Vous n'avez pas le dessus. Nanga et Kabila sont à Doha. Je ne sais pas où ils sont. Ça, c'est vous qui me le dites. Je ne sais pas. Ils ne sont pas à Doha? Je ne sais pas. Vous m'avez dit. Le dialogue qui se tient à Doha. Pour parler de Doha. Vous allez arriver. Je vais arriver, mon cher ami. C'est pour ça que je dis, c'est complètement de la surenchère politique. Ne pas remettre en question les décisions. Vous voulez dire que Nanga qui est condamnement, Félix Joseph Kabila qui est condamnement, dont vous sollicitez le dialogue à travers Doha, vous laisseront venir organiser un dialogue qui va les exclure des questions primordiales. Est-ce que ce dialogue inclusif mettra sur la table les accords de Doha et les accords de Washington? Mais vous voyez que c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que d'emblée, vous avez déjà un dialogue à Doha. Vous avez déjà un dialogue. Moi, j'avais proposé, je pensais depuis 2 ans, 3 ans, je disais au chef d'État, faites un dialogue avec ceux qui sont disponibles ici pour créer une cohésion. Nous vous disons concrètement ce que nous attendons de vous en tant que garant des institutions, en tant que chef d'État. Et après, vous défendez ces intérêts à l'endroit de ceux qui ont pris les armes. Vous aurez plus de crédibilité et nous comprendrons que vous défendrez les intérêts de toutes les parties. Et après, vous intégrez les institutions. Pas nécessairement. Alors, non, pas nécessairement. Maintenant, comprenez une chose. Lorsque vous voulez dialoguer avec ceux qui détiennent déjà une partie du pays, par les armes, ben oui, ils ne vont pas vous le laisser. Ils vont intégrer les institutions. Parce que les accords de Doha, c'est ça qui dit déjà en substance. L'organisation des élections, pendant cette période-là, chacun régentera, dirigera la partie qu'il contrôle par armes. Donc, d'emblée, nous avons quasiment accepté, digérer la balkanisation, mais en outre, le partage du pouvoir. Parce que moi, je ne crois pas que, imaginons que nous ayons l'élection 2028, que Kinshasa, par je ne sais quelle magie, puisqu'il contrôle la CENI, il obtienne des grandes parts de représentativité à l'Est. Vous croyez que ceux qui détiennent les armes vont dire nous acceptons ce résultat? Non, nous retomberons vite dans nos travers. Nous retomberons vite dans nos travers. Dialogue, oui, qui va peut-être m'amener au deuxième sujet, à la deuxième thématique. Peut-on parler également des élections? Oui, c'est constitutionnel, c'est un devoir. Non, dans ce dialogue, est-ce que les élections peuvent être également, ou seront, pensez-vous qu'elles peuvent être à l'ordre du jour? Elles doivent être à l'ordre du jour. Nous avons vu en 2023 que ceux qui étaient du pouvoir avaient des machines pour voter chez eux. Vous parlez des élections à venir ou des élections passées? Non, les élections de l'avenir, il ne faudrait pas que ce soit le reflet des élections passées. Donc il faut tirer les leçons. Eux, ils n'ont pas tiré les leçons, ceux qui sont au pouvoir. Mais nous avons tiré les leçons. Qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer? C'est-à-dire Parlant des élections. C'est-à-dire si le pouvoir démontre qu'il est incapable de tenir le délai constitutionnel. C'est que le pouvoir ne veut pas organiser des élections. Vous êtes prêt à cautionner cela? Non, le pouvoir ne veut pas. L'organisation des élections, c'est une question de volonté. Même pas des moyens. Kabila a démontré que ce n'était pas une question de moyens.
C'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Volonté politique, purement volonté politique. Mais on l'a eu en 2016. 2016, on a eu 2 ans de plus pour les institutions. En consensus avec l'opposition. L'opposition politique. C'est pour ça qu'on a un premier ministre de l'opposition. N'ayons pas la mémoire courte, s'il vous plaît. Mais bien sûr, puisque l'opposition de l'époque a accepté. Donc c'est une décision politique. Pas en termes de moyens. Politique. Et effectivement, à l'époque, et puis, prenons quand même le bon sens, de bon sens. Congo de 2016, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, où on dit que nous décuplons, multiplions le budget. Ça veut dire qu'entre-temps, nous avons eu à mettre en exercice des outils qui nous permettent d'enrichir les caisses de l'État et la trésor public. Donc nous devenons de plus en plus financièrement, en tout cas, indépendants pour gérer les élections. Est-ce que vous êtes prêt à accepter un glissement, un autoglissement? En 2000, je fais partie de ceux 28. qui... Non, attendez. Je fais partie de ceux qui, en 2016, n'avaient pas accepté cela. Un glissement, ce n'est pas constitutionnel. Je l'avais vraiment dit. Vous étiez contre? Oui, je dis que soit nous aimons la Constitution, nous aimons la Constitution, nous la respectons, soit alors les décisions politiques sont plus fortes que la volonté de la population, c'est-à-dire plus fortes que la Constitution de la République. Dans ce cas-là, nous tomberons vite dans le travers parce que c'est la volonté politique qui nous a amenés là. La volonté politique, oui, mais devant, vous l'aviez, l'opposition et le pouvoir de l'époque s'étaient mis d'accord. Le constat était que il y avait déjà du retard. Il y avait déjà un retard qui était déjà consommé. Et l'argument avancé par le pouvoir à l'époque, c'était le manque de moyens, de financement, parce que les élections étaient coûteuses, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. À l'époque, nous n'avions pas le code minier, nous n'avions pas les moyens d'amasser autant d'argent. Nous étions empêtrés dans... Le monde entier ne prêtait pas de l'argent. Mais ça fait jurisprudence, non? Non. Pour que nous prenions une jurisprudence, il faudrait que la décision ait une forme de légalité, si ce n'est, je peux dire, Mais la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle interprétant l'article 70 de la Constitution. Non. Le président reste en vie jusqu'en France. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que dit la Cour constitutionnelle? Juridique. Oui, mais pas de dialogue, pas du glissement. C'est que la Cour constitutionnelle dit, moi, la lecture que je fais du fait qu'on ne peut pas laisser un vide au sommet de l'État, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas laisser un vide au sommet de l'État, sauf si le chef d'État est décédé, il a la capacité de diriger. Et là, la Constitution prévoit. Mais tant qu'il ne prévoit pas, organisez les élections. Vous, les politiques, organisez les élections. Donc, vous, en 2016, vous êtes d'accord que Kabila continue? Je viens de vous dire Parce que vous l'avez dit que vous étiez contre un glissement. Oui, je viens de vous le dire. Que j'étais contre le glissement. L'article 70, l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Non. Là, vous n'êtes pas d'accord. Parce que je reviens pour vous dire que la Constitution ne prévoit pas les glissements. C'est ça que je veux essayer de vous dire. Vous remettez en question cet arrêt, alors? Non. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne donne pas raison au glissement. Il dit juste que ce n'est pas parce que vous n'avez pas organisé les élections qu'il peut y avoir un vide au sommet du pouvoir. Là. Maintenant, pour organiser l'élection, c'est une volonté politique. Je reviens à dire. Maintenant, c'est l'opposition politique qui a accompagné Joseph Kabila. C'est l'opposition. Et Joseph Kabila a fait mieux que ça, intelligemment. Il a donné à l'opposition tous les leviers pour organiser les élections. Il dit, si vous croyez que c'est moi qui ne vais pas organiser, si vous croyez que c'est moi qui mens, prenez tout, prenez les moyens et agissez en conséquence. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à cautionner un glissement? Je vous réponds d'emblée non. Je suis un juriste de formation. Vous dites non. Ça a coûté cher mes années d'université. Tout à fait. J'ai eu des nuits blanches. J'ai eu des livres à lire. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, des pantins, des amusés, des cireurs de chaussures arrivent à me dire la politique, c'est une affaire de tout le monde. Le juridisme, c'est une affaire de tout le monde. Non, il y a une science, il y a une conscience. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque s'il n'y a pas élection. Il y a une responsabilité. Oui, mais on fait comment, juridiquement parlant? Le président part, le président reste, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce contexte-là, oui, où une partie du pays est occupée par ceux qui veulent que le président parte, vous ne devez pas me poser la question. C'est-à-dire, c'est quand vous me disiez dire, on peut encore supporter quelques morts des Congolais ou bien accepter quelques vies tombent entre les mains de l'AFC 23 ou pas? C'est ça que la question que vous voulez dire. Non, mais... Si le chef d'État, moi, je pense, oui, dans mon âme et conscience, si j'étais le chef d'État, oui, patriote, ce que je sais, si mon pays est en péril, si ce n'est que mon poste qui dérange, ben, garantissez-moi que vous allez faire les choses correctement. La communauté internationale vient en témoin. Mais dans tous les cas,
je me retire pour vous regarder faire. C'est-à-dire quoi? Je démissionnerai à condition que vous me garantissez que... Là, vous parlez de votre personne. Oui, je parle... Qui est non, en fonction. oui, parce que c'est ça. Moi, c'est ça que m'a pris ma fonction, mais le président mon expérience. n'est pas Maître Éric Bisselo. Vous êtes deux personnes différentes. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je le confirme de nouveau. Parlons de mécanismes... Parlons de ce qui est faisable. Non, comprenez. Oui. La réalité aujourd'hui ne vous donne pas des choix comme vous voulez. Ce qui se passe avec la SN23 ne vous donne pas des alternatives. D'ailleurs, si on arrive à ce dialogue-là, c'est parce que vous n'avez pas l'alternative. Soyons quand même sérieux. En 7 ans, on n'a pas eu l'occasion de préparer une armée républicaine et forte. Nous continuons à utiliser les mercenaires. Nous continuons à dépendre des extérieurs, des armées extérieures. Nous sommes fragiles, c'est une réalité. Et jusqu'où nous devons continuer. Maintenant, à un moment, vous condamnez les autres morts. La mort, ça touche tout le monde. Oui, la mort touche tout le monde. D'accord. Vous n'avez pas répondu à cette question-là, parce que l'opinion veut comprendre votre position par rapport à cela. Nous avons eu des acteurs politiques sous le même siège où vous êtes assis, qui disent que déjà le glissement est déjà consommé. C'est impossible d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Donc il faudra réfléchir sur un mécanisme qui devra s'appliquer. À votre niveau, que feriez-vous si vous arrivez à l'évidence qu'il est impossible d'avoir des élections dans le délai? Vous avez réorienté votre question et je vous donne une réponse en conséquence. Voilà. Martin Fayulu avait commencé à donner ses débuts de réponse après les élections. Oui. C'est-à-dire qu'il faut un organe de transition qui fait que vous avez rempli, on dit au chef d'État, vous avez rempli votre temps constitutionnel. Ça, c'est dans la Constitution ou c'est hors Constitution? Le glissement, le dialogue, ce n'est pas constitutionnel. Là, vous me posez la question. Par rapport aux réalités, qu'est-ce que je ferais? Donc, il y aura une institution de transition. C'est ce qui semblerait être le plus pertinent, qui éviterait de frustrer les partis, qui éviterait à ce que les autres puissent dire nous continuons à prendre des armes et à avancer, à tuer des Congolais, à prendre des villes, parce que l'autre, qui est un dictateur, n'a pas su conserver, ne veut pas partir. Il part, il démissionne? Parce que la raison pertinente, c'est de dire Félix ne va pas organiser les élections. Félix veut rester longtemps au pouvoir. C'est ça que disent les autres. Donc c'est-à-dire que si Félix Tshisekedi, président de la République, n'organise pas les élections, il donne raison aux autres. S'il va vers le glissement, il donne raison aux autres. Donc il part, il laisse la place à... Moi, je l'ai déjà dit. À une transition. Je l'ai déjà dit, je le pense. Il peut aussi rester en tant que président, mais dépouiller de ses fonctions essentielles. Bon. Les questions restent pendantes. En fait, non, parce que aujourd'hui, le fonctionnement de ce régime ne fonctionne pas comme la Constitution le veut, mais comme un régime présidentiel à l'américaine. L'effet déjà de vous dépouiller de vos fonctions, c'est de revenir à l'ordre constitutionnel. Reconnaître que c'est le Premier ministre qui dispose de la force armée. Mais donc, cette autorité, ce haut conseil de transition, comme vous proposez... Il y a eu le 1+4, non? Oui, mais... Ça n'a pas amené vers une transition pacifique? Oui, mais... Ça n'a pas amené une constitution? Il y a eu... Donc, il y a des réussites quand nous passons par le dialogue et il y a des périodes de paix. L'objectif ici, c'est de trouver la formule. On fait comment? On suspend la Constitution, alors? Ben, la Constitution a déjà été bafouillée. Ce n'est pas moi qui le bafouille. La Constitution est devenue une péripatéticienne qui rentre dans telle maison, qui sort, dont certains se réunissent pour dire comment tu dois être déshabillé, comment tu dois être rébellé. Donc il faut la changer, alors? Non, moi je ne dis pas qu'il faut la changer. Totalement de côté. Nous ne l'appliquons pas, la Constitution. Il ne faut pas être hypocrite. Nous ne l'appliquons pas, pourtant on a une belle Constitution. Et je crois que ce peuple-là, nous, Congolais, nous ne sommes pas encore prêts pour cette œuvre qui est quand même à saluer. Une belle Constitution depuis l'indépendance, vous direz ça, parce que 20 ans déjà? Oui, parce que ne confondez pas, loi Labour, c'est autre chose. Durant la dictature, il n'y a pas eu de Constitution. Oui, c'est la Constitution qui consacre... La Constitution de la CNS. C'est la Constitution qui consacre, en tout cas, pour une première fois, les libertés et les devoirs des citoyens de manière aussi flagrante. On a beaucoup de libertés consacrées dans cette Constitution. On a beaucoup de droits en tant que citoyens congolais. En tant soit peu que l'autorité publique, l'autorité politique, l'autorité judiciaire le respectent. Mais on ne le respectait pas, je vous ai dit. L'exemple le plus éloquent
nous sommes censés être vers un système décentralisé pour donner aux régions les moyens de subsistance des populations les plus éloignées du gouvernement central. Mais non, tout est toujours concentré. La caisse de péréquation ne fonctionne pas. Les pouvoirs de gouverneurs sont dépouillés, c'est pire que ça. Le pouvoir de l'Assemblée provinciale est dépouillé par un simple ministre, s'il vous plaît, qui n'a jamais été élu, qui n'est pas élu. Un ministre est nommé, il n'est pas élu. Mais il dépouille les députés choisis par la population pour parler en son nom de leurs prérogatives constitutionnelles sans soubassement légal. Sans soubassement légal, monsieur Dan. Donc, maître Éric Bisselot, le contexte actuel est en train de nous imposer que le président Tshisekedi quitte le pouvoir en 2028, qui est élection ou pas. Si nous allons vers une transition sans violence, sans brusquerie, oui, c'est ça qui devrait avoir lieu. C'est ça qui devrait avoir lieu pour apaiser les parties prenantes. Pour apaiser les parties prenantes. Alors, maître Éric Bisselot, un petit mot pour tous ceux qui nous suivent également, tous ces fonctionnaires qui ne sont pas encore payés jusque-là. Vous suivez les questions d'actualité, vous suivez ce qui se passe au pays. Selon vous, c'est quoi le nœud du problème? La gouvernance du mensonge. Expliquez-vous. C'est-à-dire que ceux qui sont aux affaires dans la gestion du pays sont en constance en tout cas, du mensonge. Ils montent en permanence. Ils ne disent pas qu'on voulait la vérité. Mais pire que ça, ils se montent à eux-mêmes en dilapidant l'argent public, en n'ayant pas une gestion orthodoxe. L'ancien ministre des Finances, Kazadi, l'a dit. Nous avons créé des structures inutiles. Nous faisons que gonfler nos propres ventres, nos propres poches, nos propres intérêts, nous les dirigeants. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international nous alerte. 2026, si nous ne réduisons pas la masse salariale, nous tombons vers effectivement des précessions des monnaies congolais, vers effectivement une mauvaise notation, nous aurons du mal à en prêter. Mais la masse salariale, c'est qui? Ce n'est pas les Congolais, les fonctionnaires de tous les jours. Parce qu'eux n'ont pas vu, ils ont vu 20 000 francs, 30 000 francs. Non, la masse salariale, ce sont les dirigeants, les ministres, ceux qui sont le haut niveau. Le pasteur Godin Pouilly et de ceux qui pensent que c'est plutôt les décisions de la Banque centrale. Cette décision d'injecter ou de vendre des dollars aux banques commerciales pour redonner un peu de valeur à la monnaie Mauvaise locale. décision. Mauvaise décision. Mauvaise décision, dont les conséquences nous arriveront bientôt en boomerang. Alors, on est en train de finir. La régie m'informe déjà, l'équipe technique m'informe qu'on a déjà épousé toutes nos minutes. Ça passe tellement vite, l'émission devient de plus en plus belle. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé que nous puissions davantage continuer. Mais une dernière question pour finir. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir faire le président Tshisekedi qui n'a pas fait, selon vous, pendant tout son mandat, depuis qu'il est au pouvoir en 2019? J'aurais aimé le voir aimer les Congolais et le Congo. J'aurais aimé le voir créer des ponts entre les Congolais et non pas ériger des murs. Il a érigé des murs malgré lui peut-être, ou par des mauvais conseillers, mais ces murs-là aujourd'hui sont là, où nous sommes devenus allergiques aux mensonges. Nous ne croyons plus. Ou même pendant les élections, lui-même, les Congolais lui disent, tu n'as jamais construit une toilette ici. Mais ils mangent notre argent, ces gens-là, mais ils viennent ici vous dire qu'ils nous gèrent, ils nous aiment. Aimer les Congolais, c'est les respecter. Aimer les Congolais, c'est tenir ses engagements. Faites tout avec sincérité et bonne foi, on vous rendra, l'histoire vous le rendra. Si vous le faites, mais quand on est dans un pays où on a besoin de l'argent pour l'effort de guerre, on ne passe pas son temps à voyager dans le monde. De votre conscience, vous êtes devant 5 candidats. Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Devant votre âme et conscience, en un seul mot, vous votez qui? Ça dépend pour quel projet de société. Si vous me parlez de liberté des Congolais et de leur indépendance, Kasavubu, et surtout l'orthodoxie financière, l'honnêteté, Kasavubu. Si vous me parlez
de la résistance, de la force, le dieu Kabila, de ceux qui veulent nous représenter, dire je suis congolais et je défends mon territoire, je défends l'identité. Jamais Tshisekedi. Je ne l'ai pas voté. Vous le voterez jamais. Mais il n'y a aucune raison. Si c'était à refaire. Non, il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, le temps m'a donné raison. Aucune d'ailleurs. Le temps m'a donné raison. Maître Eric Bisselo Dosimaou, président du mouvement Consort, contrat social renouvelé. Merci énormément d'avoir été des nôtres. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le nombre de minutes. Alors réinvitez-moi. C'est la régie ou bien c'est la chef de bah, peut-être aussi que... Bon, non, je ne vais pas les critiquer. Je ne vais pas dire que vous êtes intolérants à l'opposition. Non, on a été bien accueillis, c'est une belle chaîne. Vous avez passé un bon moment. Peut-être que, aussi que certains propos peuvent déranger, mais nous sommes au moins en sincérité avec nous-mêmes. Et il est en sincérité avec lui-même. Nous sommes aussi en ordre de vous pouvoir maintenant vous laisser parce que le temps nous imparti vient de toucher à sa fin. Merci à toute l'équipe, Naga, Johan et toute la grande équipe qui nous a permis de pouvoir vous présenter cette émission. Alors, excellent week-end chez vous. On espère que vous allez aimer. Prochainement, nous allons encore avoir Maître Eric Bisselo. Ça sera de temps en temps, hein, quand il aura le temps. Quand on aura le temps, on va le prendre. Merci beaucoup, Maître. Les gens de la majorité ne vont pas aimer du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.